Chers amis de Jil Jadid, bonsoir. Je suis extrêmement heureux de participer par ces moyens de technologie et à distance à vos travaux. Et je voudrais vous dire combien une formation politique qui a à cœur de réfléchir est une formation politique en bonne voie et en bonne santé. Et je tiens simplement à le dire, à le faire savoir et à féliciter ceux qui président à cette œuvre et à sa tête, si Sofiane Gilel. Maintenant, le sujet qui est celui de la modernité, et notamment en Algérie, est un sujet crucial, qui nécessite d'abord une réflexion fondamentale et puis voir comment, pour le cas algérien, cela pourrait s'appliquer parce qu'il y a toujours des contextes bien particuliers et on ne peut pas imposer une solution extrinsèque à des cas autres où l'on ne voit pas émerger les solutions pour se hisser aux exigences de son temps, qui n'est rien d'autre que la définition même de la modernité. En réalité, d'un point de vue purement étymologique, être moderne, c'est suivre son mode, comme on aurait dit le mode de l'indicatif ou le mode impératif en ce qui concerne les temps de conjugaison. C'est suivre son mode et ne pas être à la mode. Parce que courir après la mode, par définition qui change, n'est pas du même ordre que suivre son mode, se hisser aux exigences de son époque et être en adéquation avec son temps, tout simplement. Et à ce sujet, par rapport à la querelle des modernes et des anciens, de tout temps, il y a eu des modernes et des anciens. En ce qui nous concerne, quand je dis nous, c'est davantage les citoyens algériens et dans leur majorité des citoyens algériens de confession islamique, il y avait dans la civilisation islamique des modernes. Je pense toujours à Averroès, Ibn Rushd, qui était pour son époque un homme moderne. Si nous avions un peu plus de temps, j'aurais parlé davantage de son traité décisif qui était d'une extraordinaire modernité. Avant lui, quelqu'un comme Al-Farabi était un homme moderne par rapport à ceux qui étaient plutôt dans le conservatisme. Quand il disait que la conquête du bonheur et la quête du salut peuvent se faire sans le recours implicite ou explicite à la révélation, était dans une logique de réflexion en laissant place, par exemple, à la raison humaine. C'est un homme né en 972, mort en 950. C'est quelqu'un qui est à cheval sur 2 siècles, le 9e et le 10e siècle. Et on peut donner des exemples dans cette fameuse querelle des modernes et des anciens. Maintenant, revenons à notre époque, celle du 21e siècle et celle de l'Algérie que nous voulons tous moderne. Et là, la modernité n'est pas uniquement technologique ou matérielle, elle doit être surtout politique et intellectuelle. Voilà, je plante le décor. J'ai envie de dire la scénographie est là. S'il devait y avoir une quelconque modernité en Algérie, elle doit être d'abord intellectuelle et politique. Alors intellectuelle, c'est s'approprier ce qui a fait la modernité ailleurs. Quand on a une vision du temps séquentielle, Antiquité, Moyen Âge, Renaissance, à un moment donné, on arrive à ce qu'on appelle les temps modernes. Je ne suis pas sûr que ce découpage dans le temps soit pertinent, mais adoptons-le pour l'instant. Et la modernité, pour certains, c'est toute la séquence moment Descartes, moment Freud. Et ce qu'il y a entre les deux. Tous les courants philosophiques, tous les courants de pensée, des exigences qu'il faut avoir, comme par exemple l'autonomie du sujet qui doit s'affranchir de la pression communautaire.
la réflexion, oser penser par soi-même. Ça relève de ce qui a fabriqué, façonné et aidé à la modernité, notamment en Europe, mais ailleurs, ce qu'on appelle l'Occident, appellation qui nécessite assurément d'être bien cernée. Et pour ce qui concerne donc l'Algérie, de ces temps modernes, à ne pas confondre moderne et contemporain, il y a lieu de relever des défis et les enjeux sont cruciaux. D'abord, ces défis sont des défis de gouvernance. Pouvoir contre pouvoir, alternance au pouvoir, changement de pouvoir, équilibre des pouvoirs, respecter les institutions que l'on se donne, c'est de la plus haute importance. Et ça, il faut que ça soit une adhésion de la part de ceux qui aspirent justement à gérer les affaires de la cité en Algérie, gérer les affaires de la nation d'une manière générale. Et surtout, il faut qu'il y ait une adhésion au respect des lois que l'on se donne, la loi commune. En disant cela, je pense, vous connaissez tous l'épisode des Thermopyles, les 300 de Sparte qui devaient résister à la conquête de Xerxès Ier. On est dans les guerres médiques. On a Sparte d'un côté, la Perse de l'autre, et puis Léonidas, avec ses 300 irréductibles, finissent par mourir. Mais il y a une stèle où on a pris un distique du poète Simonides, et il disait « passant, étranger, Xénos, passant, va dire aux Lacédémoniens que nous gisons ici parce que nous avons obéi à la loi. » Et si j'insiste sur l'obéissance à la loi que l'on se donne, ce n'est pas pour la transgresser ou pour la contrecarrer, ou pour la déconstruire ou pour la contourner. Quand on se donne des institutions, et notamment la loi fondamentale, ce n'est pas pour la changer par un quelconque parlement croupion en un quart d'heure à main levée. C'est quelque chose qui doit avoir son importance, sa gravité, sa solennité, j'ose même dire sa sacralité. Voilà déjà un premier enjeu de la plus haute importance qui permet justement l'alternance au pouvoir et qui laisse la possibilité à ceux qui ont de meilleures compétences, de meilleures idées et qui sollicitent le suffrage du peuple et qui leur accordent et qui bénéficient de la confiance du peuple, eh bien, de mener à bien la destinée du pays, donc en l'occurrence de l'Algérie. Voilà un point de la plus haute importance. Le deuxième, me semble-t-il, et ce n'est pas nouveau, parce que c'est le point névralgique des nations, c'est celui de l'éducation, de l'instruction, de l'acquisition du savoir, de la connaissance. Donc l'éducation nationale est le point qui suit de la plus haute importance. C'est comme ça qu'on prépare les citoyens à venir. Et s'il y a lieu d'investir les moyens, des moyens financiers, des moyens matériels, des moyens intellectuels, c'est justement pour la préparation des générations à venir par une éducation assainie, par une école vivante. Je n'ai pas envie de m'appesantir sur le naufrage de l'école. Et donc, il y a à concevoir toute une ingénierie pédagogique, à revoir la communauté éducative, et ça relève aussi de cette exigence de modernité. Et puis, nous vivons au XXIe siècle, nous le savons tous, nous en avons mangé deux décades, 2 décennies, et il reste, et on en a entamé la troisième, et nous sommes à une époque de révolution numérique. Et donc, il nous incombe d'accompagner
d'assumer, il nous incombe aussi de nous approprier ce tournant numérique parce que nous vivons, nous cette fois-ci, êtres humains, un temps fort de la longue et lente évolution de l'humanité dans sa maturation, après le langage articulé, après l'écriture, après la production du droit, le passage de l'ère mythique ou mythologique à l'ère historique, après la machine de Gutenberg et l'imprimerie, après la révolution industrielle, nous vivons maintenant une révolution numérique et là aussi, les investissements pour pouvoir l'accompagner et ne pas connaître cet analphabétisme en quelque sorte dans le numérique est de la plus haute importance. Et puis, je donne les choses comme ça en vrac, c'est aussi le défi de savoir gouverner la cité sans le désir politique de Dieu que certains ont cru pénétrer et de surcroît vouloir l'imposer à leurs semblables et à leurs concitoyens. Les affaires de la cité sont une affaire proprement humaine et il y a une délégation faite aux hommes de veiller à ce que leur vie ici-bas soit gérée par leur propre compréhension. Et donc, il faut aussi comprendre que la loi commune est une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien-être des hommes. Et si on n'en est pas content, on la change. Bien sûr, quand je dis les hommes, ce sont les hommes et les femmes constituant une association politique qui est celle de la citoyenneté et celle de citoyens et de citoyennes libres et sujets de droit, obéissant encore une fois à la loi commune qu'ils se donnent. Nous n'allons pas faire tout un débat d'ordre philosophique sur les fondements du droit et la source du droit. Je reste simplement que dans une approche moderne, et la loi reste néanmoins une émanation rationnelle et c'est la raison humaine qui la fabrique. Et faisant confiance à la sagesse du législateur, encore faut-il qu'il soit formé, bien entendu. Ça, ce sont des défis et les enjeux sont là. Mais il y a encore un autre point qui nous intéresse grandement. C'est une sorte de refondation de la pensée théologique, de la pensée intellectuelle, philosophique en Algérie, parce que nous pâtissons d'indigence intellectuelle et de déshérence culturelle. Et quand je dis nous pâtissons de déshérence culturelle, il faut laisser place à l'amour du beau, à l'esthétique, aux belles lettres, aux beaux-arts, à la musique, à la poésie, aux humanités, à l'éthique et à l'esthétique. Ce sont deux options de choses qui sont encore une fois de la plus haute importance. Mais comme malheureusement, l'aspect religieux, malheureusement, dans l'aspect d'une religiosité crétinisante, aliénante, je ne veux pas être sévère, il y a lieu d'assainir les esprits, de déculpabiliser des consciences, d'en finir avec une obsession névrotique de la norme canonique. Il y a lieu simplement de comprendre les choses dans une élévation spirituelle et aussi de comprendre qu'il y a lieu de faire œuvre pie et de faire œuvre utile, bénéfique, c'est faire le bien. Voilà en gros qu'est-ce que c'est qu'une tradition religieuse vivante. Ce n'est pas cette aliénation que nous connaissons. Et pour y arriver, moi je vois une nécessité cruciale de refonder la pensée théologique.
et pour passer d'une épistémée éculée, passéiste, rétrograde, obscurantiste même, qui consacre trois dichotomies inégalitaires: la prééminence de l'homme sur la femme, la prééminence de l'homme croyant sur le supposé mécréant, et peut-être qu'on considère qu'il y a des hommes de bonne extraction et de mauvaise extraction. Ce n'est pas cela une compréhension saine et assainie de ce qui élève spirituellement, de ce qui polit les cœurs, de ce qui assainit encore une fois les âmes. J'ajoute que je vois pour ma part, et je finirai là-dessus, trois grands chantiers titanesques. Le premier est celui des libertés fondamentales, et notamment de la liberté de conscience, de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression. Et cela doit être garanti par la loi fondamentale, mais aussi à ne pas y mêler les questions religieuses là-dedans, bien au contraire. Et donc cette question de liberté de conscience est de la plus haute importance. Et cela va de pair avec les exigences de la modernité intellectuelle. Le deuxième point, vous l'avez compris, j'en ai parlé là à l'instant, c'est l'égalité foncière, ontologique et juridique entre les êtres humains par-delà le genre, par-delà l'option métaphysique, par-delà l'orientation spirituelle ou philosophique. C'est tout aussi crucial et important. Le troisième point, il faut en finir aussi avec cette idée qu'il y ait une quelconque efficacité à la violence et de surcroît qu'elle puisse être commanditée par la transcendance. Il faut en finir avec une certaine lecture, comme quoi, à un moment donné de l'histoire, il y avait des puissances célestes, telles des phalanges angéliques, qui sont venues aider les armées terrestres pour châtier les incroyants ou les mécréants, des choses de cet ordre, parce que cela fragilise encore une fois les esprits et sacralise la violence, et nous n'en avons pas besoin. J'ajoute comme chantier tout aussi titanesque dans cette refondation de la pensée théologique est celui de l'autonomisation du champ du savoir et de la connaissance par rapport à celui de la révélation et de la croyance. Nous ne sommes pas dans le même registre. Et bien entendu, je l'ai dit au début de cet entretien, c'est l'émancipation du sujet et son autonomie et sa liberté par rapport à la pression du groupe et notamment de la communauté. Je le précise, je le dis, ça me paraît être là aussi de la plus haute importance. Faire la part des choses, en finir avec la pensée magique, avec le mélange du merveilleux, du fabuleux, de l'extraordinaire, articulé dans l'histoire. Nous avons besoin pour cela du concours des SHS, des sciences de l'homme et de la société, d'une batterie de disciplines, herméneutique moderne, exégèse, sémiologie, la sémiotique, la médiologie et toutes les autres disciplines qui vont être mobilisées pour comprendre le fait religieux, le fait islamique en l'occurrence, et sortir des ornières dans lesquelles ce n'est pas de l'autoflagellation, mais dans lesquelles nous nous vautrions et nous nous vautrons toujours. Et ça me paraît tout aussi important dans cette exigence de modernité. Voilà, il peut y avoir davantage de sujets. J'en reste uniquement à cela, qui nécessitent chacun d'eux à être développés encore plus et davantage. Nous aurons l'occasion, je l'espère, où je le ferai en votre présence, où j'aurai à répondre à vos questions pertinentes et que votre sagacité me mettrait devant mes propres limites et mes contradictions. C'est comme ça et c'est de ce débat que naît
et que jaillira une lumière dont l'ensemble des Algériens a besoin. Et merci